pense que c'est un des plus gros pièges dans lesquels, tombent beaucoup d'entrepreneurs. J'en parlais encore tout à l'heure avec un petit jeune, qui veut devenir entrepreneur. Je lui disais: «Mais surtout tes premiers bénéfices là, pense à les investir tout de suite. Fais pas comme tous ceux qui veulent goûter la grande vie très rapidement, sois patient toi, sois patient, ça viendra, mais faut d'abord penser à investir parce que, bah, tu sais très bien en tant qu'entrepreneur, on n'a pas toujours les mêmes revenus et des fois ça monte, ça monte, ça monte. On se dit: «Putain, on est invincible» et puis il y a un moment où ça fait pas que monter, des fois ça rebaisse et là, c'est un peu relou et tu te dis: «Bah, heureusement que j'ai du patrimoine, heureusement que j'ai du cash» parce que même si mon activité elle est pas, au point mort et à l'agonie, c'est toujours pénible. Honnêtement, d'en faire moins qu'avant de l'argent et donc avoir un patrimoine, je sais que pour moi, c'est ultra rassurant, toi. Tu peux pas aider des gens qui veulent pas vraiment s'aider soi-même. Même si c'est ta famille, même si c'est tes amis, ça doit venir de eux, en fait. Toi, tu beau leur dire ce qui est bon pour eux, ce qui est vrai pour eux, comme bien manger ou bien investir son argent, si eux sont pas sensibilisés et veulent vraiment pas le faire au fond d'eux, ils le feront jamais, en fait. Bienvenue sur la chaîne, Raphaël. Bon, c'est pas la première fois que tu viens, mais ça fait plaisir que tu reviennes parce que là, je sais que tu as atteint un certain palier au niveau, de ton portefeuille. 1 million, c'est quand même, c'est symbolique quand même. Bien joué, hein. Ouais, 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 bah, merci à toi pour l'invitation, toujours un plaisir, d'être ici. Ouais, beau palier de passer. On est même à 1 150 000 pour être précis, là. Ah ouais, donc c'est vraiment le vrai effet cumulé dont tout le monde parle. C'est dès que tu as passé le truc, ça y est, ça commence à partir vraiment en mode, go to the moon, quoi. Ah, paraît-il, c'est vrai que de 0 à 100 000, je me rappelle avoir galéré, de 1 million à 1 100 000 j'ai même pas vu. Je sais pas. Parce que j'ai l'impression que c'est récemment que tu atteint le 1 000 000. C'était quand? Bah, je sais même plus moi-même, mais c'était il y a vraiment pas très longtemps donc oui, en tout cas, les intérêts composés, tu commences à le sentir, une fois que tu avances, quoi. C'est incroyable et tu as fait un peu le calcul genre, là, en restant comme ça, même si par exemple tu touchais pas à ton portefeuille, tu pourras atteindre les 2 millions dans combien de temps là? Alors je l'ai pas fait ce calcul-là, je t'avoue. Je fais de temps en temps des petites projections d'intérêts composés, mais plus en mode, 20 ans, ce que ça va donner sur le rythme que j'ai en ce moment. Si je le projette sur 20 ans, c'est assez insane. On parle de dizaines de millions d'euros, toi. Donc dans ma tête, je me dis: «What the fuck», j'ose espérer que ça puisse se passer comme ça, toi. Mais bon, il peut toujours se passer des imprévus. Mais sur le deuxième million, je sais pas. Je pense que ça va aller très vite. OK, super. Bah, écoute, on remonte un petit peu, sur, bah, comment tu as commencé et puis c'est quoi le secret? Nous, on veut savoir le secret maintenant parce que tout le monde veut un portefeuille à 1 000 000. C'est quoi le secret? Et puis toi, tu as pas fait comme c'est, tu vois, tu l'as tu vraiment fait avec une stratégie, claire, ça s'est fait sur du temps. Tu as pas fait ton portefeuille genre, ton business, tu as mis tout le cash de ton business, boum, tu l'as mis, ça y est, tu 1 000 000, tu vois, sur ton portefeuille. Ouais, non, ça a été vraiment, progressif, lentement mais sûrement comme on dit, vraiment pas comme beaucoup de gens peuvent imaginer. Je me suis pas levé un matin avec 1 million, hein, ça c'est sûr. Ah, ah, mais c'est ce qui compte. Moi, j'aime bien dire parce que tout le monde veut être riche rapidement. Ce qu'on veut, c'est être sûr d'être riche. Ouais, c'est ça. Moi, je préfère les patrimoines, bien construits, tu vois? Avec une bonne fondation, comme une maison, quoi. Tu pas envie qu'au moindre coup de vent, ça disparaisse. Bah, pareil avec le patrimoine, il faut que la base, elle soit bien solide. Ça met du temps et moi, ça bouge pas. OK, ça marche. Bah, vas-y, raconte-moi un petit peu ton histoire, comment tout ça, ça a commencé? Comment tu t'es intéressé un petit peu au business? Parce que si tu fais du business aussi et l'investissement. Ouais, bah, écoute, pour te la faire courte, ça a commencé, il y a 10 ans déjà, en 2014. Étudiant, je découvre les business en ligne. Je me dis: «Oh là, il y a peut-être un truc plus sympa que les études et et tout ça à faire» et de fil en aiguille, bah, j'ai écoute, tenté en 2014 de lancer un business sur internet et bah, Dieu merci jusqu'à présent, c'est ce que je fais encore et ça marche. C'est comme ça qu'on a pu faire des bénéfices et les réinvestir dès 2014. Dès mes premiers euros, mes premiers 10 euros, mes premiers 20 euros, je les prenais, je les mettais dans des actions déjà à l'époque et ça Ah ouais? ouais, j'ai pas perdu de temps là-dessus. Ah ouais, ça je savais pas ça par contre. Ça veut dire que depuis 2014, tu étais déjà conscient de la puissance d'investir tous les mois, mais genre tu as vraiment gardé le rythme depuis 2014? Non, au début, j'étais beaucoup moins régulier, toi. J'étais sensibilisé à l'investissement, mais je le prenais pas comme étant un véhicule sérieux ou comme un truc de sérieux. Je mettais des fois des petits 80 € d'une prime Boursorama sur un PEA. C'était un petit peu de temps en temps, toi. C'est que quelques années plus tard, je me suis dit, attends, mais en fait, ce truc-là dont on m'avait parlé quelques années en arrière, en fait, ça peut être très puissant, toi. Je commence à comprendre les intérêts composés. Et à ce moment-là, ça commençait à être plus sérieux. Mais au début, c'était un peu vite fait. OK et donc ça à partir de quel moment où tu as vraiment eu cette sensibilité pour l'indépendance financière, tu vois? Vraiment? Bah, dès le début aussi, toi, vers 2014-2015, mais plus vers l'immobilier. Au début, je rencontrais tellement de gens qui faisaient de l'immobilier que je me disais: «Bah, en fait, c'est l'immobilier qu'il faut faire, quoi. C'est ça qui va me rendre riche, indépendant financièrement». Mais les années passant, voyant les problématiques de l'immobilier et voyant le potentiel aussi que j'avais pas encore compris dès le début de la bourse, j'ai switché, toi, progressivement. OK, bah, ça, c'est intéressant ça, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent faire de l'immobilier. Donc toi, tu as commencé alors je sais que toi, à la base, tu avais fait des études, tu voulais faire enfin, tu étais à des études, je sais pas combien d'années tu étais? Externe, non?
tu vois? Non, j'ai fait 5 années de médecine, mais j'en ai redoublé quelques-unes, donc ouais, j'en ai fait 5 pour vulgariser le truc, j'étais même pas externe. OK, d'accord, OK. Ouais, mais tu es déjà quand même bien avancé dans les études, donc ça promet quand même un salaire quand même correct. Qu'est-ce qui t'a motivé à arrêter de la médecine pour pouvoir, partir sur un truc un peu fou? En plus en 2014, c'est encore moins, populaire que maintenant. Ouais, On c'est a dit clair. sûr? Ouais, il y avait personne à l'époque. Écoute, ce qui m'a fait switcher, c'est de voir, lors de mes premiers stages à l'hôpital, tellement de gens mourir, tellement de gens malades et certains d'entre eux qui me disaient: «Ouais, moi, je suis là parce que mon travail, il m'a usé». Je me suis dit: «Ouh là, je vais passer toute ma vie à côtoyer des gens malades». Je voyais déjà que je rentrais chez moi, j'avais un peu le cafard des fois. Je me disais: «Putain, une journée à l'hôpital, ça use, toi, mentalement». Et là, je me suis dit: «Attends, je sais pas». Et puis, je sais pas, j'ai découvert le business en ligne à ce moment-là et je me suis dit: «Allez, vas-y, tente, toi». Et OK, mais la première chose que tu as fait, c'est investissement immobilier? Ouais. Parce que là, tu OK, parce que tu as dû te dire à un moment: «OK, je vais être indépendant financièrement», c'est ça? Ouais, c'est ça, en fait, bah, vu que j'étais étudiant à l'époque, tu sais, tu pas 20 000 possibilités, tu pas de ressources financières, tout est «compliqué» entre guillemets. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis allé voir la banque prêt étudiant, j'en ai fait 2 et c'est comme ça que j'ai commencé. J'ai fait de la location saisonnière, donc j'encaissais pas mal. À l'époque, 2015 aussi, rappelle-toi, les Airbnb, c'était pas du tout ce que c'est aujourd'hui. Il y avait pas de réglementation, il y avait pas de concurrence, donc tu avais le marché tout seul. C'est vrai que j'ai fait mes premiers euros comme ça via le Airbnb et on a bien encaissé. OK, et du coup, cet argent-là, est-ce que tu l'investissais ou en bourse toujours à cette époque-là ou pas? Je l'investissais pas en bourse. Qu'est-ce que j'en faisais? Je vivais un peu avec, je vais pas te mentir, je commençais un petit peu à goûter à quelques petits trucs, mais j'ai coffré parce qu'il fallait quand même rembourser ses prêts étudiants à un moment ou à un autre. Donc les prêts étudiants, tu as 5 ans de différé généralement et tu rembourses sur 5 ans. Donc les 5 dernières années, elles sont assez solides en termes de mensualité. Donc en fait, je coffrais quand même une très grosse partie, pour pouvoir rembourser, toi. Quand même, tu as toujours eu, depuis le début de ce que je vois là, tu as toujours eu quand même cette conscience de mettre de côté parce que souvent les gars quand ils ont un business model et qui fonctionne bien, ils brûlent tout, ils vont à je sais pas à Dubaï, soirée, et ils brûlent tout et puis après ils se retrouvent en galère quand le marché tourne quoi. Ou quand il y a un changement de réglementation comme tu disais pour, Je pense que c'est un des plus gros pièges dans lesquels, tombent beaucoup d'entrepreneurs. J'en parlais encore tout à l'heure avec un petit jeune, qui veut devenir entrepreneur. Je disais: «Mais surtout tes premiers bénéfices là, pense à les investir tout de suite. Fais pas comme tous ceux qui veulent goûter la grande vie très rapidement, sois patient toi, sois patient, ça viendra, mais faut d'abord penser à investir» parce que, bah, tu sais très bien en tant qu'entrepreneur, on n'a pas toujours les mêmes revenus et des fois ça monte, ça monte, ça monte. On se dit: «Putain, on est invincible» et puis il y a un moment où ça fait pas que monter, des fois ça rebaisse et là, c'est un peu relou et tu te dis: «Bah, heureusement que j'ai du patrimoine, heureusement que j'ai du cash» parce que même si mon activité elle est pas, au point mort et à l'agonie, c'est toujours pénible. Psychologiquement d'en faire moins qu'avant de l'argent et donc avoir un patrimoine, je sais que pour moi, c'est ultra rassurant, quoi. ah non mais clairement, c'est moi pour te dire la conscience vraiment, vraiment conscience de le faire et être régulier, investir, c'était en 2022 j'ai commencé. Ouais, donc tu as mis un peu de temps avant de Tu sais, le cerveau, il comprenait pas et lui, il dit: «Non, on veut de l'argent tout de suite, ah, on veut de l'argent tout de suite» et donc on faisait quoi du blé? Cramer un peu bêtement dans des activités, des trucs ou tu même coffrais? pas. Mais tu sais, en fait, j'ai 2e principe, ce que j'ai vu, c'est qu'en fait, non, l'argent, je le laissais sur, le compte, sur le compte société. Je dépensais pas plus que ça, mais du coup, vu que l'argent est sur le compte société, tu fais pas vraiment attention si jamais tu fais moins de chiffres ce mois-ci ou cette année, parce que tu puisses sur l'argent. Donc tu vois pas vraiment qu'il y a un problème ou tu continues à vivre. Alors que là, maintenant, ce que j'ai fait, c'est que dès que l'argent arrive sur le compte, boum, je mets sur le broker et après Ouais, débrouille-toi, il y a pas d'argent. élevé. Ouais, ouais, c'est ça. Mais ça marche bien. Moi, je sais que je faisais ça, hein. Moi, tous les mois, on vide quasiment le compte, on investit et du coup, en début de mois, tu es en mode: «Ah, limite, si je veux manger, faut que je fasse du sucre». Ça sert encore, quoi, mais c'est presque ça. Ouais, bah, ouais, donc je suis dégoûté, donc c'est bien que c'est super que tu aies cette conscience-là parce que il y a trop d'entrepreneurs, qui ouais, ils crament en fait tout l'argent et avec l'expérience, parce que maintenant toi et moi, ça fait un moment qu'on est là, moi ce que j'ai observé, c'est que tu as toujours en fait une sorte d'opportunité, on va reprendre l'exemple par exemple de Airbnb, où ça va cracher grave pendant un moment et à un moment donné, ça va s'arrêter parce que là, pour le coup, c'était les changements de réglementation, tu j'imagine, c'est ça? Ouais, surtout grosse concurrence. Airbnb, tout le monde a voulu en faire, maintenant il y a de la réglementation qui commence à arriver, mais après comme pour tout, il y a des cycles, hein, de toute façon. Il y a des cycles de hype, Ouais, c'est ça. De moi, c'est ce que j'ai vu, c'est que, quand tu es sur quelque chose, ça crache beaucoup, fais-le à fond, à fond, à fond et mets bien de côté parce que ça va pas durer, en fait. C'est moi, de ce que ça. puis toi comme moi, je pense qu'on a tous entendu des histoires de mecs, bah, qui avaient fait beaucoup d'argent très vite et qui ont aussi, arrêté d'en faire très vite et qui sont retournés, chez leur daronne, dans le nord de la France, ou que sais-je, alors qu'ils étaient à Dubaï en Lamborghini, 3 mois avant, quoi. Donc bon, c'est excitant, mais à la fin, tu plus rien. C'est ça, de ouf et moi, il y avait pas moyen que je retourne, là, d'où j'ai non, à une bourse. Ah non, non, c'est impossible ça, on peut pas. OK, donc du coup, tu as commencé à investir, carrément avec des prêts étudiants, sur combien de biens alors au début? 2.
Toi, normalement, tu es déjà pas censé faire un prêt étudiant pour de l'immobilier. Moi, j'en ai fait 2 pour acheter 2 biens, donc je me suis arrêté là. OK. Ouais, ça a commencé comme ça. OK et après tu as continué après à investir en IMO? Ouais, j'ai continué, mais cette fois-ci en faisant des SCI, en mettant, des associés pour pouvoir lever auprès des banques parce qu'entre-temps, je m'étais expatrié. Donc aux yeux des banques, j'étais un moins que rien financièrement. Ils pouvaient pas leur montrer ce qu'il y avait à l'étranger, ça les intéressait pas. Donc j'ai continué à développer avec des associés, ouais. OK et entre-temps, sur toutes ces années-là, en même temps que tu faisais l'immobilier, tu continuais toujours à investir en bourse ou pas? Ouais, ouais, ouais. Ça, il y a un moment, où j'ai pris le rythme de le faire tous les mois à hauteur de ce que je pouvais, ouais. OK et toutes ces actions-là, ça paraît logique, mais je préfère quand même en parler. Toutes ces actions-là que tu as mis en place, est-ce que tu t'étais formé avant ou tu as fait comme ça, Ouais, évidemment, il y a eu beaucoup de formations et même encore aujourd'hui, il y en a encore, toi. C'est un monde que tu peux pas apprivoiser, comme ça du jour au lendemain et tu sais très bien aussi, il y en a plein qui vont me dire: «Les formations, ça sert à rien, il y a tout sur internet». Bon, bah, OK, creuse si tu veux sur internet, mais c'est tellement vaste, il y a tellement d'informations que faut se former avec des gens qui ont fait avant toi, ou avoir accès à un réseau, et ça se paye, quoi, ça se paye et moi, je sais que j'ai payé, et je paye encore pour avoir de l'information et du réseau parce que c'est grâce à ça que tu avances. mmh, OK, ça marche. OK, donc du coup, tu continues toujours à investir, en bourse et à ce moment-là et je sais qu'à un moment donné, tu as commencé parce que j'avais vu une vidéo où tu disais, que tu comptais revendre tous tes biens. Je sais pas combien de biens tu avais du coup finalement? Ouais, là, j'en ai, je crois une quinzaine, il doit en rester 12-13. Je peux pas tout revendre parce que comme je te disais, j'avais, des biens en SCI. Enfin, j'ai encore du coup, avec des associés. Donc ces biens-là, on va les conserver. Mais, par exemple, les 2 que j'ai achetés en nom propre avec des prêts étudiants, j'en ai liquidé un il y a quoi? Il y a un mois, c'est vendu. Il y en a un autre que je souhaite revendre, mais malheureusement, j'ai un impayé dessus. Donc là, je dois d'abord liquider ça et après ça va partir. Mais ouais, la tendance, elle est plutôt à la décroissance du nombre de lots, clairement. OK, parce que du coup, je sais qu'avant, tu étais quand même un avocat un peu sur, un avocat, enfin, en tout cas, tu conseillais pour toi, c'était super d'investir en immobilier et avec l'expérience, toi qui fais les 2 bourse, IMO, parce que souvent les gens, moi j'ai un ami par exemple qui me dit: «Ouais, j'ai envie de faire, être indépendant financièrement, mais je vais avoir, préfère partir sur, l'immobilier». Il hésite. Pour toi, selon toi, c'est quoi les avantages et inconvénients des 2? Écoute, ça dépend vraiment du profil de chacun. L'immobilier, les Français, ils adorent ça. Moi, aujourd'hui, je déteste ça parce que ça répond plus du tout à mes objectifs. Pas du tout passif, c'est moins rentable que la bourse, ça prend la tête. Mais je peux comprendre que pour quelqu'un qui part de zéro et qui a pas d'autre choix, bah, l'effet de levier avec l'emprunt bancaire soit sa seule et unique façon, on va dire, de se faire du patrimoine. Donc dans ce cas-là, c'est évidemment cohérent de le faire plutôt que de rien faire. Mais on va dire qu'à mon niveau de patrimoine, je vois vraiment pas l'avantage. Au contraire, il y en a pas. Ouais et ah par contre, je savais pas que c'était, moins rentable. Je pensais que c'était équivalent. Non, si tu tires, les traits, encore une fois, tu pourras me faire dire l'inverse, si tu isoles un projet immobilier Airbnb qui fait 25 de rentabilité, bon, bah, voilà, oui, c'est possible, mais dans les grandes lignes, la bourse est bien plus rentable sur le long terme que l'immobilier, ouais. D'accord, OK. Tu vois, je savais pas ça et ça, c'est valable, en France ou est-ce que, après je sais pas si tu connais le marché aux États-Unis, mais aux États-Unis, je sais qu'ils ont un système un peu différent. Qu'est-ce que tu en penses toi? Si tu sais, bah Ouais, ouais, si, si, aussi bien en France qu'aux États-Unis, globalement, l'immobilier résidentiel est est moins rentable, pardon, que l'indice en question, que ce soit le CAC 40 ou, la S&P 500 pour les États-Unis, ouais. OK, donc du coup, toi, par exemple, si tu recommanderais, aux gens parce que souvent les gens sont attirés par le cash flow. Ils se disent: «Ah ouais, je vais avoir du cash flow, je vais acheter un immeuble là, hop, ça va me sortir 500 € de cash flow et ça y est, j'ai dit au moins 500 € de cash flow». Qu'est-ce que tu penses par rapport à ça? Bah, par rapport au cash mobilisé, tu as plus de cash flow en immobilier parce que tu as l'effet de levier. Donc, tu joues avec de l'argent qui est pas le tien. Donc, par rapport à ton propre argent immobilisé dans l'opération, ça paraît et c'est plus rentable vis-à-vis de ton cash flow en immobilier. Par contre, si tu regardes uniquement le rendement, la bourse, c'est bien plus rentable. Par contre, il faut apporter toi-même tes liquidités et ton capital. Et c'est là où ça bloque pour beaucoup de personnes parce qu'ils se disent, bah, il me faut beaucoup de capitaux pour avoir quelque chose d'intéressant en bourse. Après, malheureusement, beaucoup de gens sous-estiment la puissance du temps de ces fameux intérêts composés. Quand tu dis aux gens: «Mets 100 € par mois», ils ont le sentiment qu'ils vont jamais y arriver, que ça va être beaucoup trop long, que ça va prendre beaucoup trop de temps, et sous-estiment ce que ça peut donner au bout de 5, 10, 15 ou 20 ans, quoi. Ouais, parce que, bah, moi, après d'expérience, j'étais un peu dans le même principe. À la base, j'avais acheté quelques biens immobiliers, j'en avais peut-être 3, 2 ou 3, Ouais. sur 2, mais c'est comme ça fait longtemps, après je les ai revendus. Ouais, j'en avais 3 et je les ai tous revendus. Parce qu'en fait, ça me saoulait pour 200-300 € de cash flow, enfin, voilà. Il y avait des petits trucs à gérer, même si tu l'avais mis en agence, après je dis pas que
je dis pas qu'il faut pas le faire, mais quand tu commences à avoir certains cash, ou même c'est plus simple, tu vois, tu mets tous les mois, tu vois, j'avais dit à mon frère de faire ça, juste mettre sur le SP500 un truc, basique, parce que je me suis dit: «Sinon, tu vois, juste fais ça, voilà, te prends pas la tête» et il m'a dit: «Ouais, j'ai regardé le portefeuille, il a grossi là, hein». Tu vois? Sans rien Bah ouais, faire. bah oui, tu soit sans rien faire, là, c'est vraiment pur passif et puis moi, j'aime aussi ce truc de tu as la liquidité, tu vois? Ouais, ouais, ouais. C'est si je veux changer, je veux prendre l'argent et le mettre quelque part, bon, c'est pas conseillé, mais tu vois, je peux faire des changements de Quelques secondes, tu as récupéré ton cash et c'est terminé. Mais c'est vrai que c'est assez fou de se dire que les gens ont beaucoup plus de facilité à rembourser une banque pendant 20 ans. Quand tu fais un prêt sur 20 ans, tu as un contrat pendant 20 ans avec la banque avant d'être propriétaire à la fin. Donc pendant 20 ans, ils vont avoir la discipline de payer une taxe foncière, une cotisation d'assurance, rembourser la banque en temps et en heure, réparer un shot s'il faut dès le lendemain parce que c'est urgent, enfin faire tout un tas de trucs chiants. Par contre, leur dire que pendant 20 ans, ils vont mettre 100 € par mois en bourse, ça prend 5 minutes par mois. Ça, non, c'est inconcevable, c'est beaucoup trop long, c'est beaucoup trop dur, c'est beaucoup je sais pas quoi. Mais en immobilier, ça va. 20 ans de contrat avec sa banque, le petit canard de la banque, ça va. C'est bizarre quand même. ouais, c'est vrai et je pense qu'il voit pas ouais, il perçoit pas la chose comme ça, ouais, mais clairement, c'est enfin, moi, maintenant, je suis à fond bourse, quoi. Hem OK, c'est un truc que tu comprends avec le temps, ouais. Ouais et je pense, ouais, parce qu'il y a je pense qu'il y a cet attrait du cash flow. Il y a le cash flow et tout, mais même le cash flow, tu peux pas vraiment l'utiliser pour vivre. En tout cas, pas tout. Je sais pas combien de pourcentage, que je suis pas à fond, je suis pas un expert des mots. Mais moi, les biens que j'avais, ouais, tu as le cash flow, mais tu es obligé de le garder, bah, si jamais il y a, je sais pas, un truc à changer, les chiottes à changer ou il y a un truc, enfin, tu peux pas vivre 100 de ton cash flow, quoi. Ouais et puis si tu veux vraiment du cash flow, il y en a en bourse aussi avec le dividende, hein. Le loyer, au bien immobilier, c'est le dividende de l'action donc faut le trouver aussi. Ouais, parce que toi, en plus, tu es à fond, toi, bah, c'est parfait, ça va me permettre de parler un petit peu de la différence entre les actions à dividendes et les actions à croissance. Toi, je sais que tu es à fond actions, dividendes, donc est-ce que tu peux nous expliquer déjà la différence pour les gens qui connaissent pas et puis, pourquoi toi, tu es à fond, actions dividendes? Ouais, donc moi, mon portefeuille 100 action et dividende. Donc une action à dividende, c'est, une entreprise qui verse une partie de ses bénéfices sous la forme de dividendes à ses actionnaires. Donc souvent considérées comme étant des entreprises un peu plus matures que la moyenne, qui ont cette capacité, bah, de rendre du cash aux actionnaires plutôt que de le réinvestir dans d'autres choses. À l'opposé, tu as les fameuses valeurs de croissance que tant de personnes adorent, qui pour elles ont, on va dire, définition de pouvoir, sur le papier, générer plus de croissance au niveau du cours de l'action et qui généralement versent pas ou très peu, de dividendes. C'est pas leur priorité. Leur priorité étant de réinvestir plutôt dans le business pour faire croître, on va dire, le cours de l'action. Et c'est conditionné à, encore une fois, à sa capacité à pouvoir le faire de façon régulière et sur le long terme, évidemment. Et je sais que tu aimes pas trop les ETF. Est-ce que tu peux dire un petit peu pourquoi? Ouais, alors je suis pas du tout fan des ETF pour plusieurs raisons. Rapidement, la détention indirecte d'actions. Moi, j'adore détenir mes actions, enfin mes actifs en direct. Donc, je déteste rajouter des intermédiaires. C'est souvent la meilleure, enfin, c'est le meilleur moyen d'avoir des problèmes quand il y a des intermédiaires. Donc, je déteste avoir des intermédiaires comme un émetteur. Et puis également, aujourd'hui, les ETF, qu'on pense ou non que les marchés soient surévalués, en tout cas, les ETF sont tenus par les couilles par cette valeur technologique qui aujourd'hui ont des bons bilans, ont des bons fondamentaux, ont beaucoup de cash, ont beaucoup de potentiel potentiellement avec l'IA, mais qui sont quand même, voilà, qui dirigent le marché, toi. Donc moi, ça me plaît pas d'avoir un risque aussi concentré sur 7 acteurs. On nous dit souvent qu'avoir des actions individuelles, c'est un risque parce qu'on est concentré sur quelques valeurs. Et quand tu achètes un tracker aujourd'hui, bah, tu es aussi très concentré puisque tu as que 7 valeurs qui font la quasi-totalité de la performance de l'indice. Donc ouais, il y a plein d'autres raisons, mais pour rester assez concis, je verrai. OK, donc avant de te demander un petit peu le secret qui t'a permis de pouvoir faire les 1 000 000 heu sur ton portefeuille, à toi, selon toi, à partir de quand, une personne devrait investir en bourse? Le plus tôt possible, vraiment, le plus tôt possible, parce que le temps est plus important que le capital. Un jeune qui commence aujourd'hui à 18 ans avec 100 € par mois, il fumera celui qui commence à 45 ans avec 1 million. Donc le capital, c'est ce que les gens ont en bouche tout le temps en disant: «Ouais, mais j'ai pas assez d'argent pour que ce soit intéressant». Mais peut-être que tu as autre chose qui est le temps, en fait. Donc aujourd'hui, si tu as moins de 30 ans, par exemple, tu dois pas perdre 10 ans à te dire: «Je commencerai quand j'aurai plus d'argent». Les 10 ans, ils sont primordiaux dans ta performance. Et pour les personnes qui ont 30, 35, 40. Alors non, c'est toujours aussi viable, c'est pas ce que je voulais dire, mais à 30-35, tu as encore, plus de 40 ans de marché devant toi. Si tu regardes l'espérance de vie moyenne, d'un homme, par exemple, en France, c'est à peu près 80 ans, donc 40 ans de marché, c'est énorme. Prends des calculettes d'intérêt composé, même mets des petits chiffres dedans, mais mets 40 ans devant toi, ça fait à la fin des trucs, énormes. Donc non, non,
J'ai envie de te dire, la seule exception, c'est si tu commences à avoir à 60, 65, 70, bon, bah, là, il faut arriver avec beaucoup de cash. Sinon, le temps, malheureusement, tu en as peut-être plus beaucoup. OK. Là, je te prends un petit peu au dépourvu, mais au pire, si jamais tu sais pas, tu me diras, mais est-ce que tu sais, par exemple, qu'une personne met 100 € par mois, combien elle a au bout de 20 ans? Ah ouais, là, c'est, assez chaud. Je peux le faire en direct rapidement, mais ouais, là, je l'ai plus en tête. 100 € par mois sur la performance moyenne, du S&P 500 aux États-Unis sur 20 ans? Ouais. Sans dépôt initial, vraiment, on commence avec 100 €, hein, c'est ça? Ouais. On va le faire très rapidement, ça prend 2 secondes. Allez, je vais mettre, 8 pour être conservateur. Ouais. Par rapport à la moyenne long terme des marchés financiers sur 20 ans, tu m'as dit? Ouais, 20 ans. Tac, 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 une fois par an sur 20 ans. À la fin, on a 65 000 $. 65 000 $. OK. Ouais, Et un le nœud, en dollars par mois. ouais, c'est sûr. Donc si jamais tu mets plus, évidemment, ça bah, c'est différent. Ouais, et si tu doubles ton dépôt mensuel, tu auras pas 2 fois plus à la fin, parce qu'il y a encore une fois les intérêts composés, donc ne serait-ce que passer à 200, à la fin, tu arrives à tac, 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 c'est bien. Arrive non plus à 65 000, comme tu dis, mais 138 000 écoute. Sans combien tu m'as dit? 128 000, 129 000. Ouais. De toute façon, cet argent, parce que les gens, même si parce que je sais qu'il y a peut-être des personnes qui vont dire: «Ah mais ça fait pas beaucoup». Bah, déjà, bah, c'est pour ça justement que tu dois créer un business ou augmenter ton, je sais pas, ton nombre d'heures, ton travail, tout fais ce que tu veux pour pouvoir générer plus de cash, pour investir plus, parce que c'est la clé en fait de l'enrichissement. Il y a pas d'autre chemin. Les gars, j'ai déjà essayé, hein, il y a pas d'autre chemin. C'est générer plus de revenus pour pouvoir l'investir et justement avoir plus d'argent. Mais déjà 128 000 dans 20 ans, tu les auras pas. Ça, si tu investis pas, tu les auras pas, c'est quand même endroit, quoi. Et là, c'est juste 200 €, donc c'est vraiment rien, OK, ça marche. Du coup, dis-nous un petit peu, le secret ultime qui t'a permis d'atteindre le million, dépasser le million, d'euros, sur ton portefeuille? Juste pour revenir sur la simulation d'avant, c'est vrai qu'elle peut paraître simpliste parce qu'on ne considère pas non plus le réinvestissement des dividendes dans cette simulation, ni puis on commence vraiment de zéro. Tu vois, il y a des gens, ils peuvent mettre des fois 5, 10, 15, 20 000 €. Si tu revends un bien immobilier au passage, tu peux mettre des fois un 200 000. Bref, il y a plein de paramètres sur lesquels on peut jouer pour que ça aille plus vite. Le secret, bah écoute, le secret, c'est qu'il n'y en a pas, hein. Le secret, c'est la discipline, bah, que tu connais d'ailleurs très bien, parce que toi, tu as une très bonne discipline dans pas mal de domaines. Faut juste le faire, j'allais dire tous les jours. Alors pour les actions dividendes, pas tous les jours, mais toi, c'est comme le sport, c'est comme bien manger, c'est comme, être heureux en couple, c'est comme, je sais pas, plein de choses dans la vie. La discipline, c'est ce qui paye, en fait. Donc Ouais. oui, de le faire, tu le fais, et si, pour toi, 100-200 € tous les mois, c'est dur, bah, c'est que tu as peut-être pas vraiment envie. Donc juste la discipline, vraiment, ça va faire, 10 ans que je fais ça, régulièrement, doucement. Encore de temps en temps, quand j'ai ne serait-ce qu'une prime de 80 balles qui tombe, je la prends et je la mets en bourse, tu vois? Donc dans un portefeuille de 1 100 000, tu as l'impression que c'est une micro goutte, mais à la fin, ça fait la différence, tu vois? Parce que 80 plus 20 plus 80 plus un dépôt de 5 000 plus les marchés qui montent progressivement, plus mes dividendes que je réinvestis et cetera, bah, à la fin, on se revoit, je ne sais pas dans combien de temps, à 10 millions, quoi. Mmh, mmh mh. Ouais, ça beh, j'avais été sensibilisé à ça quand j'avais lu le livre de Warren Buffett à l'époque. C'est d'ailleurs que ça m'avait pas sensibilisé vraiment à être que plus sérieux dans l'investissement en bourse, mais en tout cas, j'avais capté le truc de l'effet cumulé parce que lui, il voyait vraiment genre, je sais pas, je crois que sa femme, elle voulait, changer, je sais pas si tu l'as lu le livre, tu l'as lu toi? Lequel? Parce qu'il y en a eu plusieurs. C'est lequel tu m'as dit? L'effet boule de neige, il me semble. Ah ouais, je l'ai, celui qui est immense là, je l'ai lu, ouais. Ouais, il est immense, ouais, c'est vrai. Et genre, je crois que sa femme, elle voulait qu'il change, la tapisserie, un truc comme ça. Elle voulait qu'il dépense un truc et c'était pas grand-chose et lui, calculait en effet cumulé. Il a dit: «Attends, là, si je dépense ça là, ça c'est pas 100 €, là, ça c'est 500 000». Tu vois? Voilà, c'est faut pas en arriver là non plus, sinon tu vis plus, toi. C'est tu vas au bar avec tes potes, tu vois le prix du cocktail, tu te dis: «Putain, sur 20 ans, 500, il coûte 3 000 € le cocktail, il va faire». Ouais, est-ce que en tout cas, ça avait bien montré le système. Bon après du coup, OK, la discipline, mais après toi, tu as aussi, une stratégie parce que tu as écrit un livre, best-seller, si je ne me trompe pas, hein? C'est quoi la magie? C'est quoi le La titre? vie des dividendes, voilà. Voilà, et donc du coup, tu as quand même une certaine expertise pour bien pour pouvoir, choisir, bah, des actions, et que ça t'a aidé quand même aussi pour pouvoir générer, ce million d'euros, j'imagine quand même? Ouais, c'est sûr qu'il faut pas tout acheter. Sinon, c'est un moyen aussi de voir ton million d'euros disparaître. Il y a plein de trucs un peu nuls, enfin même très nuls que tu peux acheter. Donc évidemment, toutes les valeurs ne se valent pas. C'est pour ça que c'est important de regarder, c'est quoi leurs qualités, et leurs défauts, regarder faire une analyse fondamentale pour acheter les meilleures, les plus belles, les plus solides. Mmh, mmh, mmh.
Ouais, d'ailleurs, tu as un accompagnement aussi, je sais, je crois que c'est un petit abonnement en plus. Les gars, ils payent et comme ça, ils peuvent suivre ton portefeuille et te copier, c'est ça? C'est ça, ouais. Mon portefeuille, il est, mis à jour tous les mois quand j'achète et ça, je le partage en effet à une communauté de personnes qui peuvent voir tous les mois ce que j'achète et plus ou moins s'en inspirer. Donc ouais. OK, OK, ça marche. Et du coup, tu as réussi à faire combien en rendement, d'une manière générale? Tu as réussi à performer, comment, à combien? Alors sur les dividendes, on est à peu près à 3,5 si je dis pas de bêtises. Non, un peu plus, 4,5 excuse-moi, sur prix de revient. Donc là, je te parle uniquement des dividendes, donc vraiment le cash flow, le flux de trésorerie que les actions, génèrent. Après sur la performance totale, on est à peu près à 9 donc plus ou moins en phase avec ce que fait le marché sur le très long terme. Donc si on compare à ce que produisent les valeurs technologiques aujourd'hui, c'est sûr que, beaucoup de gens, ça les fera pas rêver. Mais encore une fois, ce que produisent les valeurs technologiques en ce moment, c'est pas ce qui est censé produire le marché, sur le long terme. Donc c'est pour ça, d'où encore une fois le débat entre les valeurs de croissance et valeurs à dividendes. Mais, en tout cas, mon portefeuille produit une performance aujourd'hui qui est en phase avec ce que fait l'indice sur le long terme. OK, super. Et du coup, ce serait intéressant, que tu puisses nous montrer un petit peu, juste pour que les gars ils puissent voir, qu'est-ce qui est une action piège qui pourrait paraître, ouais, intéressante à acheter et une action, qui serait bonne selon toi en fonction parce que toi, je sais que tu analyses chaque action, tu prends du temps, tu as une sorte de, je sais pas, ça s'appelle protocole ou tu suis une sorte checklist, je sais pas, un truc comme ça, non? Indicateur, ouais. Mmh. Ouais, on regarde le bilan comptable, donc on va aller voir, tout un tas de chiffres, hein, que ce soit le chiffre d'affaires, la marge, la qualité du dividende, l'endettement, les ratios, enfin bref, on regarde tout un tas de choses et ouais, je vais partager à tout le monde 2 valeurs. Une que tout le monde adore, c'est-à-dire, même outre-Atlantique, aux États-Unis, on ne fait que parler de cette valeur, tout le monde veut l'acheter, enfin pas tout le monde, mais énormément de gens veulent l'acheter, mais pour moi, elle présente un défaut et je vais te partager, en deuxième une valeur que j'ai en portefeuille et que j'estime être de grande qualité et qui l'a prouvé puisqu'elle a délivré une très belle performance. Donc, je sais pas si partager mon écran, ce sera plus simple. Si, normalement, c'est bon, tu devrais pouvoir. Ouais, allez hop, on essaye, partager. Est-ce que tu vois? Est-ce que Ouais. c'est bon? Ouais? Ah ouais, je la connais celle-là, je l'ai déjà vue, j'ai déjà entendu des personnes en parler. C'est vrai? Ouais, tout le monde en parle, tout le monde l'adore. Alors pourquoi tout le monde l'adore? C'est parce que c'est une action à dividende mensuel. Tu vois, de base, aux États-Unis, le dividende, il est versé tous les 3 mois, et celle-ci, c'est un dividende tous les mois. Et tu sais, les gens, ils adorent quand les revenus sont ultra réguliers. Donc plus c'est versé fréquemment, plus les gens, ils adorent. Tu pourrais leur verser tous les jours qu'ils en voudraient, juste pour ça. Et donc celle-ci, tout le monde l'adore. Donc c'est une foncière cotée en bourse. Le site, pour ceux qui vont demander, c'est Simply Safe Dividend, et donc c'est une foncière en bourse. Donc voilà, ça investit dans de l'immobilier. Aux États-Unis, tout le monde l'adore parce que sa dividende, mensuelle, on voit qu'elle a un très beau rendement de 5,83. Donc c'est d'autant plus ce qui attire les gens parce que, bah, en plus d'être versé tous les mois, c'est, une très belle rentabilité. Le problème de cette valeur, si on regarde son cours de bourse et pour vraiment s'arrêter qu'à ça, on voit que sur 5 ans, par exemple, ça a fait moins 30, toi. Ouais, donc c'est vraiment pas terrible sur 5 ans. En parallèle, je sais pas ce qu'a fait le S&P 500, mais, ça va être insane a priori. Sur 5 ans, on va regarder rapidement, ça fait, 80, toi. Donc, c'est bien d'avoir un dividende, tous les mois de presque 6, mais si ton écart de performance, il est de 110 par rapport à un 10, c'est un peu relou. Donc il y en a qui disent que c'est parce que, bah, les taux d'intérêt sont clairement pas en faveur, aujourd'hui, des boîtes immobilières, ce qui est vrai. Ça coûte plus cher pour les boîtes immobilières d'emprunter en ce moment de l'argent. Donc c'est pour ça que le cours de bourse, il est pénalisé et dès que les taux d'intérêt vont baisser, a priori, assez logiquement, le cours de bourse de cette valeur remontera. Mais pour l'instant, l'image, elle est pas terrible. Ouais et puis du coup, tu es dépendant du taux d'intérêt quoi, en fond pour la performance. Ouais. Après, c'est un secteur, ça on le sait, hein, l'immobilier, c'est un secteur qui est dépendant au taux d'intérêt. Chaque secteur, ses particularités, d'où l'intérêt de diversifier dans plusieurs secteurs, parce que chaque secteur a ses avantages et ses défauts. Celui-ci est sensible au taux d'intérêt, mais c'est pas forcément très grave. Mais dans l'état des choses, en tout cas, bah, ça paye pas. Ça paye pas, en termes de plus-value, quoi. Donc c'est pas terrible. Et à l'inverse, une valeur que j'aime beaucoup, que j'ai en portefeuille, ça s'appelle Unum. C'est un assureur. C'est un assureur, aux États-Unis. Lui, en ce moment, il verse un dividende de 2,24, donc on pourrait se dire: «C'est un petit peu faible». Moi, j'aime bien aller vers des valeurs qui sont généralement entre 3 et 4. C'est là où tu as un bel équilibre entre le risque et la performance. Là, on pourrait se dire, 2,24, c'est un peu faible, mais bah, le cours de bourse sur 5 ans, il est déjà plus sympa. C'est 150, tu vois? En fait, tu vois, moi, je l'ai acheté, je pense, en 2020, là, en pleine pandémie, je me rappelle, j'étais dans le froid en Biélorussie. J'en ai acheté, tu vois, vers 13, 15, 17 et cetera. J'ai régulièrement renforcé. Bah, aujourd'hui, ma plus-value, c'est 221. Donc, tu vois, en fait, j'ai 221 de plus-value et j'ai surtout pas 2,24 de rentabilité puisque ma rentabilité sur prix de revient, c'est 7 aujourd'hui. J'ai regardé juste avant. Donc, ça veut dire que ma vraie rentabilité, c'est 7. Donc, c'est vraiment énorme et pour le coup, c'est, bah, bien supérieur qu'un realty income ici.
comme ça que doivent être construites des rentabilités d'après moi, c'est avec le temps, avec des dividendes qui augmentent. Parce que si quand tu achètes ton action à 100 avec 1 de dividende, tu as 1% de rentabilité. Si ce dividende augmente année après année pour passer à 2, puis 3, puis 4, puis 5 bah, toi, ton prix d'achat, c'est toujours 100 dollars. Donc, ta rentabilité, elle augmente aussi à 2, 3, 4, 5, 6%, etc. Donc, c'est ce qui s'est passé avec Noom. Aujourd'hui, on est à 7%. Le dividende, il augmente rapidement. On voit 15% la dernière augmentation, 8% sur les 5 dernières années. Donc, il y a un bon rythme d'augmentation. Donc, ma rentabilité sur le prix de revient va continuer d'augmenter. Alors qu'un Realty Income, on voit qu'en plus, le rythme, il est assez léger, 3%, 3%, 5%, c'est un peu plus faible, en plus de ne pas délivrer de plus-value. Donc, il faut faire attention aux grosses rentabilités, euh, là, sur la vitrine, entre guillemets. C'est pas forcément et pas du tout toujours les meilleurs. OK, ça marche et tu investi que aux États-Unis? 100% États-Unis. Marché le plus rentable, marché le plus liquide, les plus belles entreprises. C'est lui qui dicte tous les autres marchés du monde. Donc, c'est là-bas que ça se passe. OK. Donc la France, La France, trop chaud pour moi. Pas du tout la culture de l'argent, pas la culture de dividendes. Si tu touches trop de dividendes, c'est que tu es un enculé et si ça va pas dans l'économie, il faut à tout prix que les dividendes soient arrêtés d'être versés. Moins rentable, moins rentable. Comme dit toujours, les gens, ils adorent le PEA à 0%, mais les gars, si vous avez 5% de performance à 0%, c'est bien. Mais moi, si j'ai 10% de performance avec 30% d'impôts, je préfère payer des impôts parce qu'à la fin, il me reste 7. Donc, l'impôt, c'est pas une finalité en soi. Les gens, ils veulent se jeter sur des produits sans impôts. Mais faut se poser la question surtout si l'actif que tu achètes, il est rentable, en fait. OK, OK, ça marche. Bah, du coup, là, tu vois, par rapport à ce que tu dis, c'est pour ça aussi que je voulais que tu interviennes un peu sur la chaîne. C'est pour que les gens ne tombent pas dans le piège de, ouais, la réussite, rapide, devenir riche rapidement parce qu'en vérité, la vraie clé de la richesse, c'est ça, là, c'est ce que tu viens de montrer, ta régularité et c'est sur des années, quoi. Il y a pas de secret, ouais. Généralement, les fortunes, acquises rapidement, elles durent pas bien longtemps non plus, toi. Tu as remarqué? Ouais, faut y aller doucement mais sûrement. Clairement. Donc moi, j'ai conseillé en plus, c'est marrant, juste avant qu'on soit ensemble, j'avais, un membre de ma famille et je lui ai dit de faire ça. J'ai dit: «Te prends pas la tête» parce que tu vois, souvent les gens, tu sais, autour de toi, bah, quand tu commences à faire un business en ligne, ils voient que tu vides ton business, ils disent: «Ouais, moi aussi, je vais me lancer, je veux faire quelque chose, machin». Mais en vérité, ils ont pas le mindset. Au début, je me faisais avoir, «Ouais, ouais, vas-y, essaie de fais ça, fais ci», mais les gars, ils lâchent, tu vois? Ils vont pas jusqu'au bout et donc du coup, l'alternative que j'ai trouvée qui est efficace, c'est que je leur dis: «Ben voilà, tu fais ça, tu fais un virement automatique sur le Sp 500 et voilà, c'est tout». Tu peux pas aider des gens qui veulent pas vraiment s'aider soi-même. Même si c'est ta famille, même si c'est tes amis, ça doit venir de eux, en fait. Toi, tu as beau leur dire ce qui est bon pour eux, ce qui est vrai pour eux, comme bien manger ou bien investir son argent, si eux sont pas sensibilisés et veulent vraiment pas le faire au fond d'eux, ils le feront jamais, en fait. Ouais, après, moi ça y est, j'ai fait le deuil de ça, hein. Chacun fait, ce qu'il veut. Maintenant, tant que tu es heureux, Bah, la seule personne que tu peux aider, c'est toi-même, en fait, bon. voilà, C'est ça. OK, ça marche. Après, ouais, donc moi, je conseille vraiment d'investir, en bourse. Raphaël, en plus, c'est un gars et ça fait un moment qu'il fait ça. Il sait de quoi il parle. Et après, même pour les gens qui font aussi qui font de l'immobilier, il faut que vous ayez aussi un portefeuille à côté, quoi. Les gens, ils ont que de l'immobilier en euros, en Europe. Donc, ouais, c'est ultra concentré là aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on vit un monde, de plus en plus instable, le futur de l'Europe me paraît de plus en plus incertain. Je pense que c'est pas totalement fou de se dire: «J'ai une poche en dollars dans des actifs en dehors de l'Europe». Ouais, je pense pas que ce soit totalement what the fuck. Mmh. Non, mais là, parce que tu sais, je regarde des vidéos, les gars, ils font des blagues sur l'Europe, quoi. Déjà, ils nous appellent même pas par pays, ils nous appellent par l'Europe. Apparemment, Donald Trump, il considère même pas l'Europe, il dit, «Non, je parle avec chacun d'entre vous», donc enfin, il y a rien qui fonctionne. Ça va polariser tout le monde, j'ai l'impression des fois. Un peu ceux qui font rien, pas réguler, et pour qui, le seul sujet, c'est l'immigration, toi. L'impression que des fois, on sert à plein d'autres choses qu'à part alimenter les les trucs pour se foutre de notre gueule, toi. Donc, ouais, c'est un peu bizarre. Ouais, c'est sûr, donc c'est pour ça, juste pour ça, j'aimerais pas avoir d'immobilier en France. Tu sais, Alex Baker, qui avait fait une blague, il a dit: «Ouais, bah, l'Europe dans 3 ans, c'est le tiers-monde». J'ai fait: «Oh le» non, la France! Il a dit la France, il a dit la France. J'ai dit: «Oh le bâtard». Ah ouais? Ouais, Heureusement, ils ont ça me fait mal de le dire, mais ils ont pas forcément tort, hein. Vu dans la direction qu'on va, a priori, c'est pas sur l'Europe que je mettrais une pièce, toi, si je devais parier sur la plus grosse croissance, d'un point de vue continent. c'est sûr, surtout avec les 2 mastodontes là qui s'affrontent là, la Chine et les États-Unis avec Trump là qui est à fond pour revenir en force, «Make America Great Again». De toute façon, c'est ça, hein. En vrai, ça se passe soit en Asie, soit en Amérique du Nord. L'Amérique du Sud, tu sais très bien, l'Amérique latine, ils sont lents, ils ont pas trop envie, c'est tranquille. L'Afrique, il y a plein de catalyseurs. L'Europe, on voit qu'elle se dégrade. Et pour moi, les 2 gros blocs qui poussent, c'est l'Asie et l'Amérique du Nord, toi. Ouais, d'où pourquoi, moi je pense que c'est bien d'avoir un portefeuille,
Comme ça, au moins, c'est liquide. Parce que là, s'il se passe des trucs bizarres en France, tant que tu revendes tes biens, les tant que machin, ni paperasse. Une fois que ça prend. Ouais, c'est clair. Non, et puis voilà. Mieux vaut prévenir que guérir, comme on dit, toi. Et puis s'assurer d'être riche de manière sûre. Clairement. Clairement. Diversifier. Et aujourd'hui, c'est simple. En plus, aujourd'hui, c'est devenu tellement simple, toi. À l'époque de nos parents, ils n'avaient pas accès à tout ça, les courtiers en ligne, etc. Aujourd'hui, tu veux le faire tout de suite, dans 1 heure, tu as déjà ton compte qui est ouvert et tu as déjà acheté tes premières actions, toi. Bon, ça marche. Allez. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Hein. Et quel effet ça fait d'avoir un portefeuille à 1 million? Parce que tu as dû en rêver quand même de te dire, ouais, un jour, j'ai 1 million en portefeuille. Je sais que j'en ai rêvé, évidemment. Si le jour où j'ai 1 million, ça y est, c'est bon. Je te jure que le jour où c'est arrivé, déjà, je m'en rappelle déjà plus. Rien. Ça m'a rien fait, en fait. C'est trop bizarre. Alors, en fait, je crois qu'une fois que tu as atteint ce que tu as rêvé pendant si longtemps, tu es un peu déçu, toi. C'est comme le mec qui rêve d'avoir une Ferrari pendant 10 ans. Une fois qu'il l'a, il est content les premiers tours. Puis après, il s'en lasse, il s'y habitue. Moi, ça me fait plus rien. C'est triste à dire, hein, mais ça m'a fait du bien pendant quelques jours, peut-être. Je sais pas. C'est comme le fut. J'avoue. Bon, moi, tu sais que tu es tranquille en tout cas là. Moi, il est là. Bon, bah c'est cool. Bah, je pense qu'on a fait le tour. Hein. Tu veux rajouter un truc? Non, bah écoute, j'ose espérer que ça aura sensibilisé au moins quelques personnes à commencer le plus tôt possible. C'est le plus important. Et puis, s'il y a besoin, on est là pour aider. Hein. Ouais, de toute façon, je mettrai le lien de Raphaël dans la description. Je pense qu'on mettra sur ton abonnement, je pense. Ou ton... Bah, c'est plus simple, plus souvent pour commencer. Donc, De toute façon, bon, je mettrai un lien. Vous irez checker, les gars. Et bah écoute, merci encore, Raphaël, d'être venu sur la chaîne. Hein. Tu reviens quand tu veux. ouais, c'est un plaisir. Comme d'hab. Hein. Ouais, ça marche. Bon, bah les gars, on lâche rien. Il en reste des terminés. Il y a eux et il y a nous. Je vais être encore. Cet outil est idéal pour pouvoir gérer des chaînes YouTube sans montrer son visage et générer des revenus complémentaires. Laisse-moi te montrer comment ça fonctionne. Tout d'abord, demandez à ChatGPT les 50 niches qui rapportent de l'argent sur YouTube. J'ai choisi animaux et soins pour animaux. Ensuite, allez sur YouTube et tapez les meilleures activités pour chiens. Puis triez par vue. Par exemple, ce titre, c'est bien. Il a plus de 1,2 million de vues. Donc on sait que c'est bon. On peut voir ici que cette chaîne génère entre 120 € et 2000 € par mois. Donc on peut partir là-dessus. Donc maintenant, la partie amusante. Allez sur apollonvideo.com. Vous pouvez créer des vidéos incroyables en quelques minutes. Ici, il suffit de taper un texte pour pouvoir générer une vidéo. Donc ce que l'on va faire par exemple, c'est qu'on va prendre le titre qui a déjà généré plus d'1,2 million de vues pour pouvoir générer la vidéo. Ensuite, appuyez sur générer. Et voilà, c'est tellement facile que c'est insolent. Et si vous voulez changer quelque chose, il vous suffit d'appuyer sur éditer et vous pouvez changer le script si jamais vous voulez changer la première phrase. Vous pouvez aussi changer la scène vidéo, la première scène vidéo par exemple. Une fois que vous êtes satisfait, vous mettez appliquer les changements, exporter la vidéo et publier sur YouTube et commencer à gagner vos premiers euros. Rendez-vous sur Apollon Vidéo, cliquez sur le lien maintenant dans la description pour pouvoir tester l'outil gratuitement pendant 7 jours.